Bienvenue dans le petit jardin de Homemaker, fin octobre 2022. L'été a été sec et maintenant nous avons eu un peu de pluie. Et je vais simplement vous présenter le concept général de ce que nous faisons ici. Il s'agit de 25 mètres carrés comparé aux 1300 mètres carrés de mon jardin principal. Tout se fait sans bêchage. Cela simplifie les choses, maintient la fertilité du sol et limite les mauvaises herbes. Mais ici, avec seulement 25 mètres carrés, que pouvons-nous faire dans cette zone relativement petite ? En fait, une quantité surprenante. Donc, l'idée est de faire pousser en permanence 10 ou 12 légumes dans de petites zones d'environ 1 mètre carré. Et ici, les limites sont que nous avons une certaine quantité d'ombre provenant de l'abri et de ma maison. La haie du voisin à l'arrière, en fait, plus que tout, absorbe beaucoup d'humidité. C'était très évident pendant l'été sec que nous venons d'avoir, et les plantes ne poussaient pas très bien près de la haie parce que toutes les racines s'étendaient. C'est un point important pour ceux qui ont des haies proches. Gardez cela à l'esprit. Ce n'est pas qu'une question d'ombre, mais surtout des racines qui pompent l'humidité au détriment de vos légumes. Et ici, nous n'avons pas un sol très profond. Je viens de planter ce bâton et là en bas, je tombe sur des pierres. C'est comme... On entend les blocs de pierre et de gravier. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous et je ne veux pas le découvrir. Ça va. Je construis la fertilité en surface, c'est tout l'intérêt du jardinage sans bêchage. On peut le faire. Tant que vous avez assez de compost, de préférence au-dessus du sol existant, même s'il y a du gravier, des pierres ou autre chose. Vous pouvez faire ce type de planche et obtenir d'excellents résultats. Voyons ce qui pousse actuellement à cette période. En ce qui concerne l'apparence générale du jardin, j'aime vraiment le garder beau et ces zinnias ont été formidables pour ça. C'est une variété haute appelée Élégance et elle a fleuri pendant la majeure partie de l'été et normalement, à cette période de l'année, elle aurait été tuée par le gel en fait. Mais nous avons eu un automne long cette année, un automne magnifique. Nous avons eu une très légère gelée vers la fin septembre en fait, donc il y a presque un mois. Puis il a de nouveau fait plus chaud. Et maintenant, nous avons des températures diurnes autour de 17-18 degrés Celsius, soit environ 65 degrés Fahrenheit, ce qui est assez inhabituel pour cette période de l'année. Et la nuit, il fait dans les 40 degrés Fahrenheit, donc entre 8 et 12 degrés Celsius. C'est donc agréable pour les plantes qui continuent de pousser. Mais à plus de 50 degrés nord, la durée des journées reste courte et nous venons à peine de passer sous 10 heures de lumière du jour. Il y a maintenant moins de 10 heures entre le lever et le coucher du soleil, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de lumière pour la nouvelle croissance, donc la croissance est en fait assez lente. Cela dit, si vous pouvez planter vos légumes à temps, comme ces choux-fleurs ici, c'est une variété appelée Alsmayer, du village d'Alsmayer aux Pays-Bas, et elle devrait bien passer l'hiver. Je ne vendrai jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais cette variété résistante à l'hiver devrait donner une récolte en avril. Donc l'élément clé ici, c'est la date de semis à la fin juillet, et j'ai repiqué ceci le 24 août, et... Non, désolé, je me suis trompé d'un mois. La date de semis est fin août parce que je les ai repiqués le 24 septembre après avoir récolté les courges qui étaient ici. Donc cet été, c'est ça. Il y a toute une gamme de dates de semis possibles et c'est bien d'avoir un plan précis pour bien les choisir. Comme je viens de le dire, ce que j'ai fait avant de planter ces choux-fleurs, c'est dépendre du compost fait maison. Ce n'est pas une grande quantité cependant. C'est environ 1 cm, en fait un demi-pouce, et cela pourrait bien suffire pour une année parce que ce sol est maintenant vraiment fertile. Il y a une graine d'oignon. Nous avons récolté des graines de légumes près du compost l'automne dernier et certaines sont aujourd'hui les principales graines de mauvaises herbes, si tu veux, dans mon compost maison. Et voici une feuille, la feuille inférieure du chou-fleur que je retire. Tu vois comment elle jaunit puis est mangée par des bêtes. Toutes les feuilles du bas, en voilà une autre qui est pratiquement en fin de vie. Donc je continue à les enlever juste pour décourager les limaces et autres nuisibles de venir. Je veux dire, celle-là n'est pas trop mal, mais tu peux voir à quel point les plantes ont l'air vraiment propres. C'est une zone potentiellement pleine de limaces ici, tu sais, on est près des bordures. Et c'est toujours un signe qu'il faut faire attention. Et je garde un filet de protection dessus parce que... À l'origine, c'était contre les papillons, donc les chenilles, puis les pigeons. Le filet protège aussi du vent en hiver, ce qui aide à survivre. C'est un produit très utile.
Les poireaux plantés ici après les pommes de terre se portent bien. Ce n'est pas un poireau d'hiver. La variété s'appelle Philomène et on peut voir que les feuilles du bas commencent à jaunir. Comme ici, ils n'ont pas l'air très beaux. Et puis, en fait, je continue à les enlever pour les mettre au tas de compost et ça permet simplement de garder les poireaux en meilleur état. Et pour les récolter avec le semis multiple, il suffit d'en extraire un d'une touffe. Donc nous récoltons maintenant. Ici, il y avait de la betterave au printemps et maintenant nous avons du chou et j'avais semé du chou-fleur en même temps que le chou dans la serre. Tous ces plants sont repiqués ici. Ils sont semés en caissettes dans ce cas. Puis je les repique en plaques alvéolées. Et il y avait un chou-fleur qui, comme vous pouvez le voir, doit être récolté, mais c'est principalement du chou de Milan qui va produire tout l'hiver. Ces variétés, à pollinisation libre, ne sont pas très homogènes, permettant une récolte prolongée. Et encore une fois, j'enlève ces feuilles du bas. Vous pouvez voir que ce sont ces feuilles inférieures qui sont abîmées par les limaces et les escargots. Il y en a pas mal ici, et oui, vous savez, on arrive à les gérer, c'est bien. Ici, il se passe deux choses. D'abord, il y a une belle plantation de cerfeuil et nous avons déjà commencé à le récolter. Je le mets dans les sachets de salade que je vends. En fait, le cerfeuil est une herbe incroyable pour l'hiver. Il pousse très vigoureusement et étonnamment bien dans des conditions fraîches. Donc si vous semez votre cerfeuil début août et que vous le repiquez début septembre ici, cela fonctionne vraiment bien pour obtenir de belles récoltes tout au long de l'hiver. Je dois aussi mentionner celle-ci parce que c'est une si belle fleur et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réussisse aussi bien. Mais elle a apprécié l'été chaud. Elle s'appelle Mina lobata, c'est purement ornemental, juste pour le plaisir. Je me suis dit, voyons ce qui se passe. Je ne l'ai même pas arrosée. Et en fait, depuis la pluie d'automne, nous avons eu 95 mm de pluie en septembre après un été très sec. Et elle a vraiment prospéré, tout comme ce tournesol que je devrais vraiment tutorer. C'est un tournesol à petites fleurs. Les panais ici, je ne m'attends pas à de grands résultats. Ils ont été plantés tard, vers le 10 juin, et c'était juste pour voir. On les retrouvera dans une prochaine vidéo, mais ce sera toujours mieux que rien. Pas une grosse récolte de panais, alors que les brassicacées ici se portent bien. Nous avons du chou kale Red Russian. C'est un chou kale magnifique à cultiver. Nous continuons à cueillir les feuilles extérieures et en fait on enlève la plupart des feuilles de cette tige, mais il reste beaucoup de feuilles tendres. Les chou kale à feuilles plates comme celui-ci sont généralement meilleurs si vous voulez les manger crus ou juste très légèrement cuits. Oui, vous pouvez faire de très bonnes chips de chou kale avec ceux-ci si vous voulez. Frottez-les avec un peu d'huile et un peu de sel, puis faites-les rôtir pendant environ 5 minutes à une température assez élevée, c'est délicieux. Et ici, il y a des rutabagas et des navets, enfin des rutabagas en fait. Je dis navette parce que celui-ci s'appelle Gilgilfetter, ce qui est assez inhabituel. Un rutabaga à l'ancienne, parfois appelé navet. Rutabagas et navets sont proches, mais ici, il s'agit surtout d'un rutabaga. Leur saveur est plus dense, leur chair légèrement jaune. J'ai hâte d'y goûter. Nous les récolterons tout l'hiver. C'est un vrai légume d'hiver. Ce serait dommage de les manger maintenant. Oui, et regarde le pluviomètre. C'est un excellent moyen de mesurer les précipitations. Et ça, waouh, c'est aussi plein que je l'ai jamais vu en fait. C'est même monté au-dessus des chiffres de mesure et on est à, ça fait 30, 40. Ça, c'était en un jour et demi. On a eu en fait 40 mm, ce qui fait environ 1,5 pouce en 24 heures et il y en avait déjà un peu avant ça. Donc je vais vider ça en fait. J'ai aussi une station météo, tu sais. Ça vaut vraiment le coup quand on est jardinier de garder des relevés météo parce que ça te donne un contexte sur ce que tu peux obtenir de tes plantes et ça peut parfois expliquer pourquoi elles se portent bien ou pas si bien que ça. Par exemple, ces carottes ont été arrosées, mais pas beaucoup. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Elles semblent en forme, mais cela ne signifie pas qu'elles sont bonnes. Je vais en arracher une juste pour voir, mais je vais prendre celle-ci qui est vraiment grosse. Parce que je suppose que vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, et moi aussi, c'est sûr. Donc c'est une variété appelée Flaky, elle n'est pas longue, c'est une carotte dodue. Waouh, eh ben c'est plutôt pas mal en fait. Elle est un peu fourchue, mais elle est vraiment belle. Il y a beaucoup de nourriture là, vous savez, ça doit peser pas mal, je ne vais pas deviner, mais oui, il y a largement de quoi manger.
Donc l'idée avec celle-ci, c'est que si vous obtenez de belles grosses carottes comme ça, les gros légumes racines ne deviennent pas fibreux d'ailleurs. Ils grossissent simplement. Ils sont bons, très bons, excellents à manger. Et vous savez, les gros légumes comme ça se conservent très bien pendant tout l'hiver. Donc, je garde celle-ci ici encore pendant 1 mois environ. Avec la filet de protection dessus, je l'ai enlevée juste pour la vidéo. C'est pour éviter que la mouche de la carotte abîme les carottes. Et ensuite, on pourra les récolter, les mettre dans un sac et les conserver pendant 2 ou 3 mois, puis les manger quand on veut. Carottes. Donc oui, il pourrait y avoir pas mal de kilos de carottes ici. Et en fait, la beauté du jardinage sans bêchage, c'est que je n'ai pas eu à désherber ces carottes. Je veux dire, c'est assez inhabituel, mais comme elles ont poussé très serrées, ce que j'aurais vraiment dû faire, c'est les éclaircir parce que... Sinon, on en a beaucoup et je n'ai pas eu le temps de les éclaircir. Mais vous pouvez le voir. À part ça, il y en a plein de taille moyenne qui sont très bien. Donc ces petits-là, même si ça vaudrait le coup de les enlever en fait. Et puis il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire avec les carottes, c'est de mettre un peu de terre ou de compost dessus. Et ça permet de garder le haut des carottes bien orange. Ça les empêche de verdir, donc vous avez un peu plus à manger. La dernière fois que nous étions ici, il y avait des tomates dans cette zone et ça ne remonte pas à longtemps. Il y a moins d'1 mois que les tomates ont fini et que nous les avons enlevées. Et déjà, nous avons des épinards et aussi en fait de la belle coriandre au bout. Même si 2 de ces plants montent un peu en graines, ils devraient continuer maintenant parce qu'on est fin octobre, on peut les garder tout l'hiver. Donc la coriandre est une plante robuste pour ça, et c'est pareil avec ces épinards, c'est la variété médaillon. Ça vient en fait de Home Sow Seed et ça donne de belles feuilles vert foncé. On en a déjà récolté plus d'1 kilo. Donc tu as cette technique de plantation en relais ou de culture intercalaire, tu n'attends pas qu'un légume soit terminé avant d'en mettre un autre. La transplantation est très efficace pour gagner du temps de croissance. Donc ici, on a déjà cultivé du brocoli à jet violet ce printemps. On a récolté en avril, début mai, puis on a mis des tomates. Maintenant, c'est déjà des épinards et je n'ai rien ajouté. Oui, j'ai remis un peu de compost quand on a planté les tomates, donc ça devrait être bon pour continuer à faire pousser les épinards et garder le sol fertile. Ce sont des chicorées pour récolte d'automne, puis je vais en couper une juste pour vous montrer parce qu'elle... Parfois, les plantes semblent banales, même si elles sont jolies. Ce que je fais, c'est sentir où il y a un cœur bien ferme. En fait, il y en a un vraiment solide, donc on sent qu'il y a beaucoup de feuilles à l'intérieur. Je tire pour enlever cette partie de la racine afin qu'elle ait moins tendance à repousser. Je ne veux pas qu'elle repousse ici. Ensuite, vous pouvez couper ces feuilles extérieures. Et la tête ou le cœur là-dedans, ce sont toutes de belles feuilles qui sont légèrement amères. Mais aussi sucrées car elles ont été blanchies. Regardez-moi ça. Elles sont parfaites, par exemple, pour les rôtir avec un peu d'huile. On les coupe aussi en morceaux et on les ajoute à un mélange de feuilles de salade. Et elles sont assez résistantes au gel, donc elles peuvent supporter jusqu'à peut-être moins 5 degrés, soit autour de 25 degrés Fahrenheit. Récolte d'automne, pas pour le cœur de l'hiver, mais vous pouvez les couper et les conserver dans un abri de jardin assez longtemps. Les fraisiers ici se sont vraiment bien installés et vous pouvez voir que j'ai intercalé quelques chicorées entre eux qui se portent plutôt bien. En fait, les petits plants et les fraisiers, si tout va bien, produiront l'année prochaine au printemps et en grande quantité. J'ai prélevé des stolons qui s'étendaient et s'enracinaient. C'est la meilleure façon de multiplier vos fraisiers. Cela date d'environ 3 semaines et je les ai délicatement retirés du sol. On voit de petites racines blanches. Je les ai mis en pot et nous allons les transplanter quelque part. Je ne sais pas encore trop où. Enfin, nous avons l'oseille que nous récoltons régulièrement, c'est très bon. Une feuille au goût de citron et légèrement acide. Le chou perpétuel, qui en est maintenant à sa 5e année. Et le figuier qui apparaît dans la plupart de mes vidéos sans jamais rien produire. Et vous pouvez voir les petites figues maintenant qui n'arriveront jamais à maturité cette année et
Oui, je vais le tailler un peu et ensuite on va garder quelques petites figues. J'espère vraiment les toutes petites pour la récolte du printemps prochain. Mais c'est juste ce problème de gel ici. Il faut que je trouve comment protéger l'arbre du gel fin avril, début mai. J'espère que vous avez aimé voir comment garder un petit espace bien rempli toute l'année et obtenir bien plus de récoltes grâce aux cultures successives. Et c'est vraiment utile d'avoir un outil à portée de main qui vous donne ces dates de semis. Et je vous recommanderai le calendrier que je produis chaque année car je détermine en permanence les meilleures dates de semis à partir de février, en fait jusqu'en octobre, voire même novembre. Donc ça, c'est mon calendrier mural pour 2023, disponible partout et sur mon site, où vous pouvez obtenir des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez. Et de même pour mon livre No Dig, qui explique la méthode No Dig. Mais il contient aussi tous les détails dont vous avez besoin pour cultiver. Toute une large gamme de légumes, 80 légumes et herbes différents. Et nous proposons sur le site une offre spéciale avec les deux réunis et un calendrier à moitié prix.